La dernière vengeance, ils ont simulé ma mort pour de l'argent, mais je suis revenu hanter ma propre veillée funèbre. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui résonnent avec vos expériences. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai assisté à mes propres funérailles. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 68 ans, et jusqu'à il y a 6 mois, je croyais connaître mon fils. Je croyais que les 32 années que j'avais passées à l'élever, seul depuis la mort de sa mère quand il avait 12 ans, avaient créé entre nous un lien indestructible. Comme j'avais tort. Tout a commencé par un silence. Un silence étrange qui s'est installé progressivement dans notre relation. Thomas, mon unique enfant, avait cessé de répondre à mes appels téléphoniques. Mes messages restaient sans réponse. Quand je me rendais à son appartement dans le 16e arrondissement, cet appartement que j'avais financé quand il était étudiant à HEC, il n'était jamais là. Ou du moins, il prétendait ne pas être là. Au début, j'ai pensé qu'il était simplement occupé. Thomas travaillait dans la finance, chez BNP Paribas, un poste que mes relations avaient aidé à obtenir. À 40 ans, il menait une vie confortable, marié à Céline, une femme charmante que j'adorais, père de mes 2 petits-enfants, Lucas, 8 ans, et Emma, 6 ans. Ces enfants étaient ma joie de vivre, surtout depuis que j'avais pris ma retraite de mon entreprise de construction. Ma société, Dubois Bâtiment, que j'avais créée avec mes mains calleuses et mon dos douloureux, employait 43 personnes au moment de ma retraite. 35 années de labeur acharné, de chantier sous la pluie, de nuits blanches passées sur les devis. J'avais bâti cette entreprise pierre après pierre, comme les maisons que nous construisions. Et quand j'avais décidé de la vendre, le prix de vente, 2,8 millions d'euros, représentait toute une vie de sacrifice. Mais revenons à ce silence troublant. Les semaines passaient, et l'absence de Thomas devenait de plus en plus pesante. J'essayais de joindre Céline, mais elle aussi semblait m'éviter. Quand enfin elle accepta de me parler au téléphone, sa voix était tendue, presque coupable. « Papa Henri », elle m'avait toujours appelé ainsi, Thomas traverse une période difficile. Il a besoin d'espace. Quelle période difficile? De quoi parles-tu? Un long silence. Puis, je ne peux pas en dire plus. Je suis désolé. Cette conversation m'a hanté pendant des jours. J'arpentais ma maison de Neuilly-sur-Seine, cette belle demeure de 4 étages que j'avais achetée quand les affaires allaient bien, et je me perdais dans mes pensées. Les photos de ma défunte épouse, Marguerite, semblaient me regarder avec tristesse depuis les étagères du salon. Elle me manquait terriblement, surtout dans ces moments où j'avais besoin de ses conseils avisés. C'est alors qu'est arrivé le courrier qui allait tout changer. Un matin de novembre, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe élégante, du papier épais et crémeux. Mon nom était écrit à la main, d'une écriture que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, un carton d'invitation bordé de noir. Vous êtes cordialement invité aux obsèques de Monsieur Henri Dubois, qui nous a quittés paisiblement le 15 novembre 2024. La cérémonie aura lieu le 18 novembre à 14 h au crématorium du Père-Lachaise, suivie d'une réception au restaurant Le Procope. Je suis resté figé pendant plusieurs minutes, relisant ces mots encore et encore. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Quelqu'un organisait mes funérailles. Quelqu'un avait déclaré ma mort. Au bas de l'invitation, en petites lettres, organisation, Thomas Dubois et famille. Mon propre fils. La réalité m'a frappé comme un coup de massue. Thomas n'était pas occupé. Il n'avait pas besoin d'espace. Il me croyait mort. Ou plutôt, il voulait que le monde croie que j'étais mort. J'ai passé les heures suivantes dans un état de choc absolu. Je marchais de pièce en pièce, tenant cette invitation maudite, incapable de comprendre. Pourquoi Thomas ferait-il une chose pareille? Puis, lentement, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. L'héritage. Mon testament actuel léguait tout à Thomas, la maison, mes économies, mes investissements. Au total, environ 4,2 millions d'euros. Une somme considérable qu'il n'aurait pas à attendre que je meure naturellement pour obtenir. Mais comment avait-il fait? Comment peut-on déclarer quelqu'un mort sans preuve? J'ai passé le reste de la journée à faire des recherches, à téléphoner discrètement. Un ami avocat, Maître Rousseau, m'a éclairé sur la procédure.
Henri, il existe une procédure d'absence présumée. Si une personne disparaît sans laisser de traces pendant un certain temps, et si des proches témoignent de sa disparition, on peut demander un jugement déclaratif de décès. Mais cela nécessite des témoignages, des preuves. Des témoignages. Des complices. Le 18 novembre approchait. J'avais 3 jours pour comprendre l'ampleur de cette machination. J'ai commencé à surveiller discrètement Thomas. Je me suis posté près de son bureau, de son appartement, utilisant ma vieille Peugeot que personne ne remarquait. C'est là que j'ai découvert quelque chose qui a brisé ce qui restait de mon cœur de père. Thomas n'était pas seul dans cette affaire. Céline était avec lui. Ma belle-fille, que j'avais toujours considérée comme ma propre fille, participait activement à cette mascarade. Je les ai vus entrer ensemble chez un notaire, rue de Rivoli, avec des documents sous le bras. Mais le plus dur était encore à venir. En suivant Thomas, j'ai découvert qu'il fréquentait assidûment le casino de Deauville. J'ai appris par un ancien employé que Thomas avait des dettes de jeu considérables. Plus de 800 000 €. Il avait déjà hypothéqué son appartement, vendu sa voiture de luxe, emprunté à des amis. Ma mort était sa seule échappatoire. La veille de mes funérailles, j'ai pris une décision. J'irai à ma propre cérémonie. Je verrai de mes yeux l'étendue de cette trahison, et puis, je me vengerai. Le 18 novembre, à 13h45, je me suis rendu au crématorium du Père-Lachaise. J'avais revêtu un costume sombre, mis des lunettes de soleil et un chapeau. Je voulais observer avant d'agir. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait du monde. Beaucoup de monde. D'anciens employés de ma société, des voisins, des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Tous étaient là, endeuillés, sincèrement tristes de ma disparition. Certains pleuraient. D'autres partageaient des anecdotes sur ma vie. Et au centre de tout cela, Thomas jouait le fils éploré à la perfection. Je me suis glissé au fond de la salle, derrière les derniers rangs. Mon cœur se serre en voyant tous ces gens qui m'aimaient vraiment, qui étaient venus dire adieu à un homme qu'ils pensaient mort. Thomas était debout près d'un cercueil fermé, un cercueil vide, j'imagine, et recevait les condoléances avec une tristesse feinte mais convaincante. Céline était à ses côtés, tenant les enfants. Lucas et Emma, mes petits-enfants, avaient vraiment l'air tristes. Ils pleuraient leur grand-père. Ils ne savaient rien. Papa était un homme bon, disait Thomas à Madame Martin, notre ancienne voisine. Il nous manquera terriblement. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas crier. Puis est venu le moment du discours. Thomas s'est avancé vers le pupitre, a pris une profonde inspiration, et a commencé. Mon père, Henri Dubois, était un homme d'exception. Il a consacré sa vie à sa famille et à son travail. Il nous a quittés trop tôt, emportés par cette crise cardiaque si soudaine. Une crise cardiaque. C'était donc ça, sa version des faits. Papa était généreux. Il m'a tout donné. Et maintenant, il me revient de porter son héritage, de continuer ce qu'il a construit. Chaque mot était un coup de poignard. Mais le pire était à venir. Après la cérémonie, tout le monde s'est dirigé vers le Procope pour la réception. Je l'ai suivi, toujours incognito. Dans le restaurant, j'ai entendu Thomas discuter avec Céline et quelques proches. Heureusement que papa avait tout organisé, mentait-il effrontément. Il avait prévu sa succession, tout est clair. Et la maison, demandait oncle Marcel, le frère de ma défunte épouse. Elle me revient, évidemment. Papa l'avait spécifié dans son testament. Je vais probablement la vendre, c'est trop grand pour nous. Vendre ma maison. La maison où Marguerite et moi avions été heureux, où Thomas avait grandi. Il voulait la vendre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'agir, mais pas immédiatement. J'avais besoin de plus d'informations, de plus de preuves. Cette soirée n'était que le début de ma vengeance. Je suis resté encore 1 heure, écoutant les conversations, observant les interactions. Thomas parlait de vendre ma maison, pour honorer la mémoire de papa, de gérer l'héritage comme papa l'aurait voulu. Chaque mensonge s'ajoutait à ma colère grandissante. J'ai aussi remarqué la présence de Maître Durand, le notaire de Thomas, qui semblait très à l'aise avec cette situation. Trop à l'aise. J'ai commencé à soupçonner qu'il n'était pas innocent dans cette affaire. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu Thomas au téléphone dans un coin discret du restaurant.
Il parlait à voix basse, mais j'ai réussi à saisir quelques mots. Tout s'est bien passé, les papiers sont prêts, on peut procéder lundi. Il confirmait ma mort à quelqu'un d'autre. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un plan qui se précisait. Je n'allais pas simplement me révéler. J'allais rassembler toutes les preuves nécessaires pour détruire complètement la machination de mon fils. Le lendemain matin, j'ai contacté mon ami détective privé, Pierre Moreau, un ancien policier que j'avais connu sur un chantier il y a des années. « Pierre, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'inhabituel. Dis-moi tout, Henri. » Je lui ai expliqué la situation. Au début, il a cru que je plaisantais. Puis, quand il a réalisé que j'étais sérieux, son expression a changé. « Bon sang, Henri. C'est grave, ce que tu me racontes là. Je sais. Et j'ai besoin de preuves solides avant d'agir. » Pierre s'est mis au travail immédiatement. En 3 jours, il avait reconstitué toute l'opération. Thomas avait effectivement corrompu un employé de mairie pour falsifier un certificat de décès. Il avait aussi soudoyé un médecin pour signer un faux rapport médical attestant de ma mort par crise cardiaque. Le tout pour la somme de 15 000 €. Il y a plus, m'a dit Pierre en me montrant ses notes. Ton fils n'agit pas seul. Sa femme Céline est complice, bien sûr, mais il y a aussi ce notaire, Maître Durand. Il a préparé tous les papiers de succession avant même ta prétendue mort. Combien de personnes sont impliquées? Au moins 6, Thomas, Céline, le notaire, l'employé de mairie, le médecin, et une secrétaire qui a tapé les faux documents. Une conspiration. Mon fils avait monté une véritable conspiration pour me tuer administrativement. Pierre avait aussi découvert autre chose d'accablant. Les dettes de Thomas étaient encore plus importantes que je ne le pensais. Pas seulement le casino, il devait aussi de l'argent à des usuriers, des sommes qu'il avait empruntées pour couvrir ses pertes au jeu. Des hommes dangereux qui commençaient à s'impatienter. Henri, ton fils est dans de sales draps. Ces gens-là ne plaisantent pas. S'ils ne les remboursent pas rapidement. Combien exactement? 1,2 million d'euros au total. Entre le casino, les usuriers, et quelques créanciers privés. Ma mort fictive était donc une question de survie pour Thomas. Mais cela ne justifiait rien. J'ai passé les 2 semaines suivantes à préparer ma contre-attaque. Pierre m'aidait à rassembler les preuves, à documenter chaque aspect de la fraude. Nous avons même réussi à enregistrer plusieurs conversations compromettantes. Pendant ce temps, la succession de Thomas avançait. Il avait déjà signé la vente de ma maison avec une agence immobilière du 16e arrondissement. Le prix, 3,2 millions d'euros. Il avait aussi commencé à liquider mes placements financiers. C'est alors que j'ai découvert quelque chose qui m'a rendu malade. Thomas avait dit à mes petits-enfants que j'étais parti rejoindre maman au ciel. Lucas et Emma pleuraient leur grand-père chaque soir. Céline m'avait montré, sans le savoir, des dessins que les enfants avaient faits pour moi. Des dessins avec des anges, des nuages, et des messages comme « Grand-papa nous manque ». Ces enfants innocents souffraient à cause des mensonges de leur père. C'était inacceptable. J'ai aussi appris que Thomas avait organisé une messe commémorative à l'église Saint-Sulpice pour le mois suivant, prétendument pour célébrer la vie de papa. Une nouvelle mascarade où il jouerait encore le fils éploré devant une assemblée de gens sincères. Cette messe serait le moment parfait pour ma résurrection. Mais d'abord, j'avais une autre surprise à préparer. J'ai contacté Maître Rousseau, mon avocat de confiance, et nous avons travaillé ensemble sur un plan juridique imparable. Henri, ce que ton fils a fait constitue plusieurs délits, faux et usage de faux, escroquerie, corruption. Il risque de lourdes peines. Je ne veux pas nécessairement le faire emprisonner, maître. Je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait, mais c'est quand même mon fils. Dans ce cas, nous pouvons envisager un arrangement. Mais tu dois être ferme. Nous avons préparé un dossier complet avec toutes les preuves rassemblées par Pierre. Puis, j'ai rédigé une lettre détaillée expliquant toute l'affaire, avec copie des documents falsifiés, enregistrements audio, et témoignages. Le jour de la messe commémorative à Saint-Sulpice, j'étais prêt. L'église était bondée. Thomas avait fait les choses en grand. Il y avait même un chœur qui chantait des cantiques, et des fleurs partout. Mon portrait trônait près de l'autel, une photo de moi prise le jour de mes 65 ans, souriant, heureux.
Je suis arrivé en retard volontairement, quand la cérémonie avait déjà commencé. Thomas était en train de lire un discours émouvant sur « son père bien-aimé ». Papa était un exemple pour nous tous, disait-il, la voix brisée par l'émotion. Il nous a appris les vraies valeurs, l'honnêteté, le travail, le respect. L'ironie de ces mots me donnait envie de vomir. J'ai attendu qu'il termine son discours, puis je me suis levé de mon banc au fond de l'église. Merci, Thomas, pour ces belles paroles. Ma voix a résonné dans toute l'église. Un silence de mort s'est installé. Les têtes se sont tournées vers moi. Certaines personnes ont cru avoir une vision. Thomas s'est figé au pupitre. Son visage est devenu blanc comme un linge. Le micro qu'il tenait lui a échappé des mains et est tombé au sol dans un bruit sourd. Pardonnez-moi d'interrompre cette belle cérémonie, ai-je dit en m'avançant vers l'autel. Mais j'ai quelques rectifications à apporter. Les murmures ont commencé dans l'assemblée. Certaines personnes pensaient que c'était une plaisanterie de mauvais goût. D'autres commençaient à comprendre que quelque chose de grave se passait. Je suis monté sur l'estrade et j'ai pris le micro. Mes chers amis, je suis Henri Dubois. Comme vous pouvez le constater, les nouvelles de ma mort ont été grandement exagérées. Un rire nerveux a parcouru l'assemblée. Mais plus sérieusement, je dois vous dire que cette cérémonie est basée sur un mensonge. Je ne suis pas mort. Je n'ai jamais été malade. Cette messe commémorative fait partie d'une escroquerie organisée par mon fils Thomas. Les murmures se sont transformés en exclamations de choc. Thomas essayait de parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Thomas, ai-je dit en me tournant vers lui, veux-tu expliquer à ces braves gens pourquoi tu as organisé mes funérailles il y a 3 semaines? Il a tenté de reprendre contenance. Papa, tu ne vas pas bien, tu es confus. Confus? J'ai sorti de ma poche les documents préparés par Pierre. Suis-je confus quand je lis ce faux certificat de décès que tu as fait établir? Suis-je confus quand j'écoute cet enregistrement de ta conversation avec Maître Durand? J'ai appuyé sur play sur mon téléphone. La voix de Thomas résonnait dans l'église. Tout est en place. Le vieux est officiellement mort. On peut procéder à la liquidation de ses biens dès lundi. L'effet a été dévastateur. Des cris d'indignation se sont élevés dans l'assemblée. Certaines personnes se levaient pour partir, dégoûtées. D'autres restaient figées, incrédules. Thomas, ai-je continué, tu dois 1,2 million d'euros à des usuriers. Tu as falsifié ma mort pour hériter rapidement et payer tes dettes. Tu as corrompu un employé de mairie, un médecin, et tu as manipulé un notaire. Céline s'est mise à pleurer dans le premier rang. Les enfants, Lucas et Emma, ne comprenaient pas ce qui se passait mais sentaient la tension. Papa, a supplié Thomas, on peut en parler en privé. Nous sommes en famille ici, ai-je répondu. Ces gens sont venus honorer ma mémoire. Ils méritent de connaître la vérité. J'ai regardé l'assemblée. Il y a 3 semaines, j'ai reçu par erreur une invitation à mes propres funérailles. J'ai découvert que mon fils avait organisé une cérémonie complète, avec cercueil, discours, réception. Vous étiez nombreux à être présents. Vous avez pleuré un homme vivant. Des sanglots se faisaient entendre dans l'église. Madame Martin, notre voisine, pleurait amèrement. Vous avez été manipulé, utilisé dans une mascarade cruelle. Et le plus grave, c'est que mes petits-enfants, Lucas et Emma, croient vraiment que leur grand-père est mort. Je me suis accroupi devant les enfants. Mes chéris, grand-papa va bien. Il n'est pas mort. Quelqu'un a menti, et maintenant grand-papa est là pour rétablir la vérité. Lucas s'est jeté dans mes bras en pleurant. Emma a fait de même. Ces retrouvailles émotionnelles ont ému toute l'assemblée. Maintenant, ai-je dit en me relevant, parlons des conséquences. J'ai sorti une enveloppe scellée. Thomas, j'ai ici un dossier complet sur tes agissements. Faux documents, corruption, escroquerie. J'ai aussi la liste complète de tes dettes et les noms de tes créanciers. Son visage était maintenant décomposé. Tu as 2 choix, ai-je continué. Soit j'envoie ce dossier au procureur de la République et tu affrontes les conséquences légales de tes actes. Soit nous trouvons un arrangement. Quel arrangement, a-t-il murmuré. Tu renonces définitivement à tout héritage de ma part. Tu rembourses l'intégralité des sommes que tu as déjà détournées.
Tu présentes tes excuses publiques à toutes les personnes que tu as trompées. Et tu suis une thérapie pour ton addiction au jeu. Thomas regardait autour de lui, cherchant du soutien, mais ne trouvait que des regards réprobateurs. Et si je refuse? Alors je dépose plainte demain matin, et tu expliqueras tout cela devant un tribunal. Le silence était pesant. Finalement, Thomas a baissé la tête. J'accepte. Bien. Maître Rousseau te contactera demain pour les formalités. Je me suis tourné vers l'Assemblée une dernière fois. Mes chers amis, je vous présente mes excuses pour ce spectacle pénible. Vous êtes venus avec vos cœurs, et vous avez été trompés. Mais sachez que votre affection, votre présence à mes fausses funérailles, m'a profondément touché. Elle m'a montré à quel point j'étais aimé, main mort. Un murmure d'approbation a parcouru l'église. Je vous invite maintenant à quitter cette église et à oublier cette mascarade. Dans quelques semaines, j'organiserai une vraie célébration, une fête de la vie, de l'amitié, de la vérité. En sortant de l'église, beaucoup de personnes sont venues me serrer la main, me présenter leurs excuses pour avoir cru Thomas. Certains pleuraient encore, soulagés de me voir vivant. Thomas et Céline sont partis sans un mot, emmenant les enfants. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités. Thomas a dû vendre son appartement et sa voiture pour rembourser une partie de ce qu'il avait détourné. Le notaire Durand a été radié du barreau. L'employé de mairie et le médecin ont été sanctionnés. J'ai effectivement organisé ma « fête de la vie » 2 mois plus tard. Une centaine de personnes sont venues célébrer avec moi dans les jardins de ma maison de Neuilly. Cette fois, les rires étaient sincères, les émotions authentiques. Céline a finalement quitté Thomas. Elle n'arrivait pas à lui pardonner d'avoir manipulé les enfants, de leur avoir fait croire que leur grand-père était mort. Elle a obtenu la garde principale de Lucas et Emma. Thomas a dû déménager dans un petit appartement à Créteil et travailler comme vendeur dans un magasin d'électroménager pour survivre. Ses anciens collègues de la banque l'évitaient, son réseau professionnel l'avait rejeté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 6 mois après l'incident de l'église, Thomas est venu me voir un dimanche matin. Il avait l'air fatigué, amaigri, mais plus calme qu'avant. « Papa, je peux te parler ?» J'ai hésité, puis je l'ai fait entrer. « Je voulais te dire que j'ai commencé une thérapie, comme tu me l'avais demandé. » « Comment ça se passe ? » ?»« C'est dur. Je découvre des choses sur moi que je n'aimais pas voir. » Il s'est assis dans le salon, regardant autour de lui les photos de famille, les souvenirs d'une époque plus heureuse. « Papa, j'ai réalisé quelque chose. Quand maman est morte, j'ai eu peur. Peur que tu partes aussi, peur de rester seul. Alors j'ai commencé à voir l'argent comme une sécurité. Plus j'en avais, moins j'avais peur. Je l'écoutais sans l'interrompre. Le jeu, c'était pareil. Quand je gagnais, j'avais l'impression de contrôler quelque chose. Mais quand je perdais le contrôle de tout. Et maintenant ? Maintenant, j'ai perdu beaucoup plus que de l'argent. J'ai perdu ma femme, mes enfants te respectent plus, j'ai perdu ton amour. Il s'est mis à pleurer. Papa, je ne te demande pas de me pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Tu n'étais pas juste un héritage pour moi. Tu étais mon père, et j'aurais dû t'honorer vivant plutôt que de te pleurer mort. Ces mots m'ont profondément ému. Pour la première fois depuis des mois, j'ai revu l'enfant que j'avais élevé, derrière l'homme cupide qu'il était devenu. Thomas, le pardon, ça se mérite. Et ça prend du temps. Je sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes demain. Mais je voulais commencer quelque part. Il s'est levé pour partir. Thomas, attends. Il s'est retourné. Si tu continues ta thérapie, si tu prouves que tu peux changer vraiment, peut-être qu'un jour, peut-être que nous pourrons reconstruire quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de l'espoir dans ses yeux. Merci, papa. Après son départ, je suis resté longtemps dans mon salon, pensant à cette conversation. Marguerite aurait voulu que je donne une seconde chance à notre fils. Mais cette chance, il devrait la gagner. Aujourd'hui, 3 ans ont passé depuis mes fausses funérailles. Thomas continue sa thérapie et n'a plus joué depuis l'incident. Il travaille dur, rembourse ses dettes petit à petit. Nous nous voyons une fois par mois,
pour un déjeuner tranquille. La confiance revient progressivement. Céline s'est remariée avec un homme merveilleux qui traite Lucas et Emma comme ses propres enfants. Les enfants viennent me voir tous les mercredis et un week-end sur 2. Nous avons reconstruit une relation basée sur la vérité et l'amour authentique. Ma fondation pour enfants défavorisés prospère. Nous avons déjà aidé plus de 200 jeunes à apprendre un métier ou poursuivre des études. C'est un héritage plus beau que n'importe quelle somme d'argent. Parfois, quand je regarde les étoiles depuis la terrasse, je pense à cette journée où j'ai reçu l'invitation à mes propres funérailles. Cette découverte atroce a finalement été un cadeau. Elle m'a permis de voir la vérité sur les gens qui m'entouraient, de séparer l'authentique du factice, l'amour sincère de l'intérêt calculé. J'ai appris qu'on peut mourir de plusieurs façons. On peut mourir physiquement, bien sûr. Mais on peut aussi mourir socialement, émotionnellement. Thomas m'avait tué sur le papier, mais paradoxalement, cela m'a redonné vie. Ma vraie mort, si elle avait eu lieu comme Thomas l'espérait, aurait été une tragédie banale. Un vieil homme qui s'éteint, laissant son héritage à un fils ingrat. Au lieu de cela, ma fausse mort est devenue une renaissance. Je pense souvent à tous ces gens qui sont venus à mes funérailles avec des cœurs sincères. Leur amour était réel, même si l'événement était faux. Cette découverte m'a réchauffé le cœur plus que n'importe quel héritage. Et quand mon heure viendra vraiment, je sais que je partirai en paix. Non pas parce que j'aurai légué de l'argent à mes descendants, mais parce que j'aurai transmis quelque chose de plus précieux, des valeurs, de l'amour, du respect. Thomas apprend lentement ses leçons. Il n'est pas trop tard pour lui, j'espère. Et si un jour il devient l'homme que j'aurais voulu qu'il soit, alors peut-être que cette histoire de funérailles ratée aura eu du sens. En attendant, je continue à vivre pleinement, chaque jour étant un cadeau inespéré. Parce que j'ai eu la chance rare d'assister à mes propres funérailles et d'en revenir. Et ce retour de la mort m'a appris la vraie valeur de la vie. Le silence était assourdissant. Personne ne bougeait. Certaines personnes se frottaient les yeux, pensant avoir une hallucination. Papa. Thomas a réussi à articuler, la voix brisée. Oui, mon fils. Ton papa. Celui que tu viens d'enterrer. J'ai sorti de ma poche l'invitation à mes propres funérailles et je l'ai brandie devant l'assemblée. Imaginez ma surprise quand j'ai reçu ceci par la poste. Une invitation à mes propres obsèques. Organisée par mon fils bien-aimé. Les murmures ont commencé à s'élever dans la salle. Les gens commençaient à comprendre ce qui s'était passé. Thomas a tenté de reprendre contenance. Papa, tu ne comprends pas, on pensait que tu étais mort, ai-je coupé. Oui, j'ai bien saisi. La question est, depuis quand penses-tu que je suis mort, et surtout, pourquoi? Céline s'est avancée, les larmes aux yeux. Papa Henri, on a reçu un appel de l'hôpital, ils nous ont dit que... Quel hôpital? Ai-je demandé fermement. Donne-moi le nom de l'hôpital qui t'a appelé pour t'annoncer ma mort. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun son n'en sortait. J'ai regardé autour de moi, croisant les regards de tous ces gens que j'aimais et qui m'aimaient. Mes chers amis, je veux que vous sachiez la vérité. Mon fils a orchestré ma mort fictive pour hériter de mes biens. Il a des dettes de jeu considérables et avait besoin de mon argent rapidement. C'est faux, a crié Thomas. Tu mens. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une application d'enregistrement. Thomas, dis-moi, combien dois-tu exactement au casino de Deauville? Son visage s'est décomposé. Il avait compris que je savais tout. C'est compliqué. 800 000 euros, c'est compliqué, en effet. Un murmure de choc a parcouru l'assemblée. Et dis-moi, quel est le montant exact de mon héritage que tu espérais récupérer? Thomas ne répondait plus. Il regardait autour de lui, cherchant une sortie, un moyen d'échapper à cette humiliation publique. C'est alors que j'ai joué ma carte maîtresse. J'ai ici, ai-je dit en sortant une enveloppe de ma veste, une copie du Nouveau Testament que j'ai signé il y a 3 jours, chez Maître Rousseau. Le notaire présent s'est avancé, Monsieur Dubois, puis voir ce document. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte, a parcouru les pages, et son expression a changé. Ce testament révoque tous les précédents, a-t-il annoncé à l'Assemblée. Monsieur Henri Dubois lègue l'intégralité de ses biens à une fondation pour enfants défavorisés,
à l'exception d'une somme de 50 000 € destinée à chacun de ses petits-enfants, à débloquer à leur majorité. Thomas s'est effondré sur une chaise. Céline pleurait maintenant pour de vrai. Mais papa, a supplié Thomas, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Tu étais mon fils, ai-je répondu calmement. Un fils ne déclare pas son père mort pour voler son héritage. Un fils ne ment pas à sa propre famille. Un fils ne transforme pas les funérailles en mascarade. Je me suis tourné vers l'assemblée. Je tiens à m'excuser auprès de vous tous pour cette soirée macabre. Vous êtes venus rendre hommage à un homme que vous pensiez décédé, et vous vous retrouvez témoin d'une trahison familiale. Ce n'était pas votre faute. Puis j'ai regardé mes petits-enfants, Lucas et Emma, qui ne comprenaient rien à ce qui se passait. Mes chéris, grand-papa va bien. Il n'est pas mort. Mais il faut que vous sachiez que parfois, les adultes font de très mauvaises choses, même ceux qu'on aime. Lucas s'est approché de moi. Grand-papa, pourquoi papa a dit que tu étais mort? Cette question innocente a fendu le cœur de tout le monde dans la salle. Parce que papa a fait une erreur, mon chéri. Une très grosse erreur. J'ai embrassé mes petits-enfants, puis je me suis dirigé vers la sortie. Attendez, a crié Thomas. On peut en parler, on peut arranger ça. Je me suis retourné une dernière fois. Thomas, tu as organisé mes funérailles. Tu as pleuré devant un cercueil vide. Tu as accepté les condoléances pour un père que tu as toi-même tué. Il n'y a rien à arranger. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. En sortant du restaurant, j'ai entendu les conversations s'élever derrière moi. Certains soutenaient Thomas, d'autres me comprenaient. Mais peu importait. J'avais dit ce que j'avais à dire. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement paisibles. Thomas a tenté de me joindre à plusieurs reprises, mais j'ai refusé ses appels. Céline m'a écrit une longue lettre d'excuses, expliquant qu'elle avait été manipulée, qu'elle avait cru aux mensonges de son mari. Elle me suppliait de lui permettre d'amener les enfants me voir. J'ai accepté de voir Lucas et Emma. Ils ne pouvaient pas payer pour les erreurs de leur père. Mais j'ai été clair avec Céline, tant qu'elle resterait avec Thomas, nos relations resteraient limitées. 3 mois après mes funérailles, j'ai appris que Thomas et Céline divorçaient. Elle avait découvert d'autres mensonges, d'autres dettes. Le château de cartes s'écroulait. Thomas a dû vendre l'appartement que j'avais payé pour rembourser ses dettes. Il a déménagé dans un petit studio à Créteil et a perdu son poste à la banque. La nouvelle de ses funérailles frauduleuses s'était répandue dans son milieu professionnel. Quant à moi, j'ai découvert une nouvelle forme de liberté. Libéré du poids de la culpabilité paternelle, libéré de l'obligation de protéger un fils qui ne me respectait pas, j'ai recommencé à vivre. J'ai utilisé une partie de mon argent pour voyager, pour voir le monde que je n'avais jamais eu le temps de découvrir quand je construisais mon entreprise. J'ai aussi commencé à travailler bénévolement pour la fondation que j'avais créée, aidant des enfants défavorisés à construire leur avenir. Un jour, 6 mois après l'incident, Thomas est venu chez moi. Il avait maigri, vieilli. Il m'a supplié de lui pardonner, de revenir sur ma décision concernant l'héritage. Papa, je sais que j'ai mal agi, mais j'étais désespéré. Je ne savais plus quoi faire avec ces dettes. Thomas, lui ai-je répondu, quand ta mère est morte, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu te placer dans une famille d'accueil et reprendre ma vie. Mais j'ai choisi de t'élever seul, de sacrifier mes propres désirs pour ton bonheur. Et j'ai travaillé 60 heures par semaine pour que tu ne manques de rien. Il pleurait maintenant. Je sais, papa, je sais. Non, tu ne sais pas. Tu n'as jamais su. Pour toi, j'étais juste un portefeuille ambulant. Une assurance vie à encaisser le plus tôt possible. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi n'as-tu jamais essayé de me parler de tes dettes? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir quand tu avais des problèmes? J'aurais peut-être pu t'aider. Il n'a pas su quoi répondre. Parce que, ai-je continué, dans ta tête, j'étais déjà mort. Tu attendais juste que mon corps suive. Je lui ai ouvert la porte. Thomas, tu auras toujours été mon fils. Mais moi, visiblement, je n'ai jamais été ton père. Juste ton héritage en attente. Il est parti sans se retourner. Aujourd'hui, 2 ans ont passé. Je vois régulièrement mes petits-enfants.
Céline s'est remariée avec un homme bien, un professeur qui adore Lucas et Emma. Il m'invite souvent à dîner, et nous formons une famille étrange mais aimante. Thomas, lui, a disparu de nos vies. J'ai appris par des connaissances communes qu'il avait quitté Paris, qu'il travaillait maintenant comme vendeur dans une petite ville de province. Il a essayé de reconstruire sa vie loin de ses erreurs passées. Parfois, je me demande si j'ai été trop dur avec lui. Puis je repense à ce moment où j'ai découvert l'invitation à mes propres funérailles, et je me rappelle la douleur que j'ai ressentie. La trahison absolue d'un enfant qui préférait me voir mort plutôt que d'admettre ses erreurs. Ma maison de Neuilly est maintenant pleine de vie différemment. J'y accueille parfois des enfants de la fondation, je donne des cours de menuiserie dans mon garage à ceux qui veulent apprendre un métier. Les photos de Marguerite sont toujours là, mais elle ne semble plus triste. Elle aurait approuvé mes choix, j'en suis sûr. L'argent que j'avais prévu de léguer à Thomas fait maintenant le bonheur de dizaines d'enfants. Ils apprennent des métiers, poursuivent des études, construisent leur avenir. C'est un héritage autrement plus beau qu'un compte en banque. Et moi? Eh bien, j'ai 70 ans maintenant, et pour la première fois depuis la mort de ma femme, je suis en paix. J'ai appris qu'on peut survivre à ses propres funérailles, au sens propre comme au sens figuré. Qu'on peut renaître de ses cendres, même quand c'est son propre sang qui a allumé le bûcher. Parfois, tard le soir, quand je regarde les étoiles depuis ma terrasse, je pense à Thomas. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne regrette rien. Il m'a appris que l'amour parental ne doit pas être aveugle, et que parfois, dire non à ses enfants, c'est leur dire oui à eux-mêmes. Ma vraie famille aujourd'hui, ce sont ces enfants que j'aide, cette belle-fille qui a eu le courage de choisir la vérité, ces petits-enfants qui m'aiment pour ce que je suis et non pour ce que je possède. Thomas voulait hériter de moi. Il n'a pas compris que l'héritage le plus précieux, ce n'est pas l'argent qu'on laisse, mais les valeurs qu'on transmet. Et ça, malheureusement, je n'ai pas su le lui donner. Mais la vie m'offre une seconde chance avec tous ces enfants de la Fondation. Avec eux, je transmets enfin ce qui compte vraiment, le respect, l'honnêteté, le travail, la dignité. Et contrairement à mon fils, eux ne m'enterrent pas vivant. Ils me font vivre chaque jour un peu plus. C'est ça, ma vraie résurrection. Cette histoire vous a touché? Elle vous a fait réfléchir sur les liens familiaux et la valeur de l'honnêteté? Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Partagez vos réflexions en commentaire, avez-vous déjà vécu des situations familiales difficiles? Comment avez-vous réagi face à la trahison? Vos témoignages enrichissent notre communauté. Pour découvrir notre prochaine histoire, cliquez sur la vidéo suggérée.